Il s'habille en toge noire, sillonne divers prétoires. Pour certains ténors du barreau, donc connus des grands médias, cela correspond à ce qu'on appelle un avocat. Bonjour à tous, je suis Herman Bika. Aujourd'hui, je vous parle de l'incroyable profession d'avocat. L'histoire du métier d'avocat commence dans l'Antiquité. On est en Europe, notamment en Grèce et à Rome, où se développe peu à peu le concept des défenseurs. Ces êtres défenseurs se sont attribués la mission de défendre leurs pairs, notamment les pauvres et les affligés. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est qu'il ne s'agit là que des prémices de la profession d'avocat. Vous remarqueriez avec moi qu'on ne parle pas encore d'avocat, mais plutôt de défenseur. Dans la Grèce antique, par exemple, tout citoyen avait le droit de défendre, d'assurer sa propre défense devant le tribunal. C'est-à-dire qu'il devait assurer personnellement sa défense devant un tribunal. Et s'il se sentait incapable de produire un discours cohérent, il faisait recours au logographe. Le logographe ici était une espèce d'érudit, un historien ou un spécialiste de la prose. C'est dire à quel point les défenseurs indépendants n'étaient pas si importants que ça. En réalité, on n'avait pas besoin d'eux, puisque chaque citoyen pouvait produire ou avait la possibilité d'assurer sa propre défense devant un tribunal. Mais étant donné que tous les défenseurs indépendants de l'époque étaient tous, sans exception, des orateurs hors pair, bientôt viendra le temps où les impacts de leurs verve oratoires vont faire parler d'eux. À Rome notamment, parmi les plus grands, les plus puissants, les plus célèbres orateurs et défenseurs de l'époque, on peut citer Cicéron. Du vrai nom, Marcus Tullius Cicero, qui est retenu par l'histoire comme étant l'ancêtre des avocats français. Le défenseur est d'abord avant tout un homme de bien, habile dans l'art de parler. Cette définition du défenseur, sinon de l'actuel avocat, donnée par Caton l'Ancien, nous apprend que l'orateur, le défenseur donc, est d'abord un homme de bien. C'est pourquoi on va voir que dans l'Antiquité, notamment à Rome, le recours au service du défenseur était gratuit. Le défenseur exerçait gratuitement pour défendre notamment les pauvres et les affligés. Après tout, il faut le dire, il existait à l'époque une loi qui interdisait aux défenseurs de percevoir une rémunération pour services rendus. C'était la loi Cincia. Néanmoins, est venu un temps où les défenseurs ont commencé à réclamer une rémunération pour services rendus, puisque c'était des orateurs hors pair généralement, ou encore des juristes qualifiés. Il fallait donner, bien entendu, une rémunération pour services rendus. Et donc, la loi Cincia a commencé à être un peu mitigée, controversée. Tacite, par exemple, dans le discours sur les orateurs, révélait déjà la fortune d'un certain nombre de défenseurs. On est toujours dans la Rome antique et voilà qu'une vague violente des orateurs hors pair et des juristes qualifiés décide de se constituer avocats. Donc, le mot avocat commence à être employé à partir de cette époque-là, notamment sous l'Empire romain. Cette recrudescence d'intérêt pour la nouvelle activité qui vient d'apparaître, l'activité d'avocat qui se fait simplement sur le fait, qui n'est pas encore constituée en termes de droit, va pousser l'empereur Justinien, l'empereur de l'époque, l'empereur romain, à créer une corporation des avocats qu'on va appeler par la suite l'ordre des avocats. Nous sommes donc en France vers 802 où on retrouve dans un capitulaire du roi franc, notamment Carolus Magnus dit Charlemagne, la mention avocat. Le capitulaire ici, en réalité, correspond à une ordonnance, une décision que le roi de l'époque prenait. Cela correspond aujourd'hui à ce qu'on appelle le décret présidentiel. C'est pour la première fois dans l'histoire de la France qu'on retrouve le mot avocat, alors que dans
la Rome antique, le mot existait déjà. C'est en 1274 que naîtra en France le métier d'avocat qu'on connaît aujourd'hui. Dans une ordonnance du 23 octobre 1274, le roi Philippe III le Hardi va reconnaître aux avocats, membres du Parlement, la qualité de corps constitué. Ainsi, ils reçoivent l'appellation de maître et sont soumis dorénavant au secret professionnel, et les règles concernant la profession d'avocat commencent à apparaître les unes après les autres. En récence, par exemple, l'obligation de prêter serment avant l'exercice de la profession, l'obligation de défendre une cause juste et l'obligation de réclamer un salaire modéré, l'honoraire le plus élevé étant fixé à 30 livres. Toutes ces règles permettent le bon fonctionnement de la profession et les avocats en sont très ravis puisque, de toutes les façons, environ 80% d'entre eux, donc des avocats, étaient des clercs, des hommes de robe, des hommes d'église. Cette robe noire que portaient les hommes d'église, donc qui exerçaient la profession d'avocat, est devenue par la suite le costume traditionnel des avocats. On dit même que cette robe qu'on appelle aujourd'hui toge est constituée de 33 boutons qui représentent l'âge de la mort du Christ. On est cette fois-ci en 1327 où la notion de barreau voit le jour grâce à Philippe de Valois, le roi Philippe de Valois, qui va créer le tableau des avocats. Ce tableau des avocats, en réalité, est constitué d'une liste de toutes les personnes, de tous les individus exerçant la fonction d'avocat, toutes les personnes qui sont susceptibles d'exercer la fonction d'avocat. Cela représente aujourd'hui le barreau. En réalité, devant n'importe quelle juridiction, vous pouvez vous rendre, par exemple en République du Congo, vous allez au parquet, vous allez voir la liste de tous les avocats membres du barreau. Ce tableau donc du roi Philippe de Valois va introduire une structuration dans la profession d'avocat et des règles concernant la déontologie des avocats vont commencer à apparaître peu à peu. On est enfin en 1344, le métier d'avocat est officialisé, les avocats bénéficient d'un statut officiel dans tout le royaume. Jusque-là, tout va bien pour les avocats, ils sont dans une ambiance folle, ils dorment sous leurs 2 oreillers, ils oublient sans doute qu'il y a un ennemi qui rôde tout autour. L'ennemi apparaît en 1790, au lendemain de la grande révolution française de 1789. Tous les avocats, après la Révolution, perdent de facto leur statu quo, c'est-à-dire leur état en tant qu'avocat. Ils n'ont plus de statut officiel, il n'y a plus d'avocats. Passionnés par leur boulot, passionnés par leur emploi, de nombreux anciens avocats n'arrivent pas à admettre, ils continuent à assister les prévenus devant le tribunal révolutionnaire. Cet entêtement n'est pas, néanmoins, sans conséquence. De nombreux anciens avocats se voient eux-mêmes inculpés de peines d'emprisonnement, pour certains guillotinés. Cependant, en 1810, l'espoir renaît avec Napoléon Bonaparte. L'empereur rétablit les barreaux ainsi que les ordres d'avocats afin de permettre à ces anciens avocats d'exercer leur profession. Ça, c'est la partie visible de l'iceberg. C'est ce que Napoléon Bonaparte veut faire croire. Car au fond, il n'est pas ravi que les avocats retrouvent leur profession. Il pense que ces avocats sont des perroquets gêneurs de la politique. Pour lui, il n'est pas question d'accorder à ces êtres perroquets, à ces êtres gêneurs de la politique, le droit de dire tout ce qui leur passe par la tête. Pour cela, il va trouver un subterfuge en nommant à côté des avocats son avocat personnel qu'on appelle le procureur général. Il donne donc à son avocat personnel, le procureur général, le soin de nommer, de choisir le patron des avocats de sorte qu'il ait une mainmise sur la profession. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que le bâtonnier, c'est le patron des avocats, il veille à la défense de leurs droits, mais aussi à leur discipline. Donc, en réalité, c'est une ruse que Napoléon a eue pour avoir une mainmise, comme je l'ai tantôt dit, sur la profession. Car dans les recoins sombres de son esprit, Napoléon n'est toujours pas ravi. Il va donc donner l'ordre à ses acolytes, le procureur général surtout, de
couper sa langue à l'avocat qui s'en servira contre le gouvernement. Les avocats se sentaient par conséquent liés, enfermés dans une prison où tout mouvement leur était interdit. On arrive cette fois-ci en 1830, les avocats récupèrent leur souffle, car en réalité, le roi Louis-Philippe va rétablir le droit aux avocats de choisir eux-mêmes leur bâtonnier, c'est-à-dire leur patron. Malgré cette victoire, il y a tout de même un bémol à souligner. En réalité, les femmes n'avaient toujours pas le droit d'exercer la profession. On ne trouvait pas d'avocate à l'époque. Il n'y avait pas d'avocat femme. Il a fallu attendre 1900 pour que la femme obtienne le droit d'exercer la profession. Qui plus est, en 1947, le certificat d'aptitude à la profession d'avocat est créé, ce qu'on appelle en sigle le CAPA. À partir de cette date, pour accéder à la profession d'avocat, il fallait d'abord obtenir une licence en droit, donc un bac plus 3, puis passer le CAPA, donc le certificat d'aptitude à la profession d'avocat, pour devenir avocat. Finalement, on est en 1954, les avocats obtiennent le droit de s'associer. En réalité, avant 1954, les avocats exerçaient individuellement. Chaque avocat avait un cabinet. À partir de 1954, on a donné le droit aux avocats de s'associer, de créer un cabinet unique. Ainsi, le statut de collaborateur, donc avocat collaborateur, apparaît. Il est clair que nous venons de faire le récit de la profession d'avocat. Néanmoins, c'est pas totalement clair dans notre esprit, dans le sens où on ne connaît pas quel est le rôle, sinon la fonction que joue un avocat. Pourquoi recourir à un avocat? Quelle est la fonction que l'avocat exerce? C'est ce que nous allons voir maintenant. Du latin advocatus, signifiant une personne appelée généralement à assister autrui en justice. Le mot avocat désigne un homme ou une femme d'ailleurs, dont la fonction ou la profession est de plaider. Il est, à en croire Wikipédia, un juriste dont les fonctions traditionnelles sont de conseiller, de représenter, d'assister et de défendre ses clients, personnes physiques ou morales, en justice en plaidant pour faire valoir leurs droits. Dans cette définition de l'avocat, l'on retient 4 fonctions principales: le conseil juridique, la représentation judiciaire, l'assistance et la défense des clients devant les tribunaux et des cours. L'avocat est premièrement un conseil juridique. Cela sous-entend qu'il conseille son client par rapport à sa situation juridique. Il lui donne les conseils concernant la bonne décision juridique à prendre. Ce n'est qu'un conseil, le client n'est pas tenu de le suivre. D'où la seconde fonction de l'avocat qui est la représentation. Il est là pour représenter son client. Ça veut dire qu'il ne doit dire, qu'il ne doit faire que ce que son client a envie. Il n'est que le porte-parole du client. Il ne travaille qu'au nom et pour le compte de son client. En réalité, il représente son client dans les cas mentionnés dans le contrat de défense. Le contrat signé entre l'avocat et son client. Dans ce cas de figure, il est le représentant, le porte-parole de son client. Il parle au nom et pour le compte de son client. Il n'est qu'un représentant. Troisième fonction, c'est que l'avocat est un assistant. Il doit assister son client tout au long de la procédure judiciaire et même avant, pendant l'enquête par exemple, s'il y a des perquisitions. On arrive au moment du jugement, au moment du procès. Durant tout le déroulement du procès, il doit assister son client. C'est l'assistance. Quatrième fonction, l'avocat est un défenseur. On dit il a pour objet de défendre son client. Si vous vous souvenez bien, c'est la première fonction que l'avocat a tenue. Puisque lorsque nous avons vu l'histoire, les avocats étaient appelés en Grèce, dans la Grèce antique et à Rome, des défenseurs. Donc, la fonction première d'un avocat, naturellement, c'est la défense. C'est un défenseur né. Il est là pour plaider pour son client au cours du procès. Alors, autre chose, le métier d'avocat, en réalité, est un métier libéral. Les avocats sont classés parmi les professionnels libéraux. Mais il peut arriver qu'un avocat exerce en tant que salarié. Je vous ferai une vidéo complète sur l'avocat salarié. Voyons maintenant les différentes sortes ou types d'avocats.
On peut très vite être tenté de croire qu'il suffit d'être avocat, de s'inscrire au barreau et d'obtenir donc le droit de plaider pour n'importe qui devant n'importe quelle juridiction. Une telle démarche serait contraire à la réalité. En réalité, celui qui pense comme ça se trompe. Le jeune avocat qui vient d'obtenir son CAPA et qui prête serment devant la cour d'appel n'obtient pas forcément le droit de plaider devant n'importe quelle juridiction. Il peut tout de même plaider devant les tribunaux et devant la cour d'appel, mais il n'a pas le droit d'exercer devant la haute juridiction, sinon les hautes juridictions de l'ordre juridictionnel. D'ailleurs, même un avocat expérimenté, un avocat qui a beaucoup plus de bougies, qui a exercé pendant longtemps au barreau, n'a pas le droit de plaider devant les hautes juridictions de l'ordre judiciaire s'il n'est inscrit au conseil de l'ordre. En réalité, il existe deux sortes d'avocats. Il y a d'une part les avocats inscrits au barreau et les avocats inscrits au conseil. C'est différent. Les avocats au barreau plaident devant les tribunaux, le tribunal d'instance et le tribunal de grande instance, et devant la cour d'appel. En revanche, les avocats au conseil ou les avocats à la cour plaident uniquement devant les hautes juridictions de l'ordre juridictionnel, notamment le Conseil d'État pour l'ordre administratif et la Cour de cassation pour l'ordre judiciaire. Je vous ferai une vidéo détaillée à ce sujet. Mais ce qu'il faut retenir ici, c'est qu'il existe deux sortes d'avocats. Il y a des avocats au barreau, ceux qui plaident uniquement devant les tribunaux et devant la cour d'appel. Et d'autre part, nous avons les avocats à la cour ou les avocats au conseil, ceux qui ont le droit de plaider devant le Conseil d'État ou encore devant la Cour de cassation. Ce ne sont pas les mêmes personnes, donc les mêmes avocats, qui plaident au niveau de la Cour d'appel, au niveau des tribunaux et qui vont plaider automatiquement au niveau de la Cour de cassation. Non, il faut faire partie de cette catégorie des avocats qu'on appelle les avocats au conseil ou les avocats à la Cour. Si vous n'êtes pas avocat à la Cour ou au conseil, vous n'avez pas le droit de plaider devant ces hautes juridictions de l'ordre juridictionnel, le Conseil d'État et la Cour de cassation. N'oublie surtout pas de me donner ton point de vue à ces sujets en commentaire de cette vidéo. Finalement, quelles études faire pour devenir avocat? Quel est le cursus universitaire qu'il convient de suivre pour devenir avocat? Si on était encore en 1947, de 1947 à 1989, devenir avocat était plus simple. Donc accéder à la profession d'avocat n'était pas si difficile que ça. Il suffisait d'avoir une licence en droit, puis passer le CAPA, c'est-à-dire le certificat d'aptitude à la profession d'avocat. Mais aujourd'hui, accéder à la profession d'avocat est devenu un peu plus complexe. D'abord, il faudrait obtenir un Master 1, donc un bac plus 4 en droit. C'était avant le 1er janvier 2025 parce que depuis le 1er janvier 2025, pour accéder à la profession d'avocat, il faut premièrement avoir un bac plus 5 en droit, c'est-à-dire obtenir de préférence un Master 2 en droit. Dès lors que vous allez avoir ou obtenir un Master 2 en droit, vous allez passer un examen d'admission au CRFPA, c'est-à-dire Centre Régional de Formation Professionnelle d'Avocats. Vous allez donc entrer dans ce centre de formation professionnelle, faire une formation d'avocat pendant une durée de 18 mois, pratiquement 2 années. Puis, vous allez sortir de ce centre de formation avec ou non le CAPA, c'est-à-dire le certificat d'aptitude à la profession d'avocat. Parce que il existe un examen final au centre régional de formation professionnelle d'avocat qui est le CAPA. Le CAPA, le certificat d'aptitude à la profession d'avocat. Une fois le CAPA en poche, le jeune avocat prête serment, donc l'élève avocat prête serment devant la cour d'appel. Prête serment devant la cour d'appel et après avoir prêté serment, il peut demander à intégrer un barreau. Il devient alors un avocat. Voilà le cursus à suivre pour devenir avocat. Je vous ai décrit toute la démarche. Le métier d'avocat est un métier en or. Le métier d'avocat est un métier des hommes et des femmes nobles. Le métier d'avocat est un métier de cœur, un métier parsemé d'angoisse, un métier d'homme fort. Laisse-moi tes ressentis par rapport à cette vidéo en commentaire. Aime la vidéo, abonne-toi si ce n'est pas déjà fait et on se retrouve dans une prochaine vidéo. N'oublie pas de regarder la dernière vidéo que j'avais publiée juste ici. On se voit dans une prochaine vidéo. Moi je te dis bye.